Même somme sur le bon de commande, un côté Toyota Yaris hybride, l'autre Peugeot 208 essence. Vous mettez le même samplon dans les deux, vous roulez pareil, aux mêmes heures, sur les mêmes routes. Et pourtant, quand vous faites les comptes au bout de l'année, il y a un perdant net. La 208 vous a pris 600 € de plus, rien que pour avancer. Ni option, ni entretien, ni malus. Uniquement le plein. Ce n'est pas votre pied droit qui creuse l'écart. C'est une décision d'ingénieur prise à Tokyo en 1997. Et 2 bancs d'essai la chiffrent. Moteur d'un côté, moteur de l'autre. Alors mettons tout de suite une chose au clair, parce que c'est exactement là qu'on vous balade. On vous vend cet écart comme une affaire de conduite. Gonflez vos pneus, freinez en douceur, coupez la clim, et hop, la japonaise consommera moins. Le petit secret de grand-mère qu'on vous cache. C'est faux, complètement faux. Vous pouvez conduire les deux voitures exactement pareilles. Même route, même pied, même embouteillage du lundi matin. L'écart reste entier, parce qu'il n'est pas dans vos mains. Il est dans le moteur, dans la boîte de vitesse et dans une décision d'ingénieur prise il y a bientôt 30 ans. Votre façon de conduire, ça joue à la marge, 2 ou 3%. Ce dont je vous parle, c'est 10 fois plus. Rien à voir. Et je ne vais pas vous le déclamer, je vais vous le prouver, avec des chiffres relevés au banc, pas des paroles de comptoir. On commence par la ville, parce que c'est là que ça saigne le plus. Le banc d'essai, c'est celui de l'ADAC, l'Automobile Club allemand. Des données allemandes, je vous le dis franchement, mesurées de l'autre côté du Rhin. Mais retenez ceci, le moteur, la boîte, le cycle d'homologation, ce sont exactement les mêmes des deux côtés de la frontière. Ce qui change entre l'Allemagne et la France, c'est le parc et la façon de rouler, pas la mécanique. Donc quand l'ADAC met 2 voitures sur le même banc, dans les mêmes conditions, l'écart qu'il mesure, il est valable pour vous aussi. Et cet écart, en ville, il est brutal. La Yaris hybride relève 3,6 litres au 100 km en cycle urbain. La 208 PureTech, le petit turbo essence, elle est à 6 litres tout rond sur le même exercice. 6 contre 3,6. Faites la proportion. La japonaise boit 40% de moins en ville. Pas 10, pas 15, 40. Et la ville, pour la plupart d'entre vous, c'est là que la voiture passe l'essentiel de sa vie. Le trajet boulot, l'école, les courses, le rond-point tous les 100 mètres. Alors je vous entends déjà. En ville, d'accord, mais moi je fais de la route. On y vient. Parce que même sur un usage complet, mélangé, ville et route et un peu d'autoroute, le fossé ne se referme pas comme on voudrait vous le faire croire. Regardons le réel maintenant. Pas le catalogue, pas le laboratoire, le litre qui part vraiment de votre réservoir. Une Yaris hybride relevée sur un essai longue distance de plus de 7000 km tourne autour de 4,4 litres au 100. Une 208 PureTech 100 chevaux, mesurée en usage quotidien par la presse allemande, monte à 6,5 litres, quand sa fiche annonce 5,5. 2 litres d'écart, 2 litres et 1 dixième très exactement, entre ces deux voitures du même gabarit, du même prix. Traduisons ça en argent, parce que c'est ça qui compte à la fin du mois. 2 litres et 1 dixième au 100, au prix du samplon à 1,90 € le litre, ça fait à peu près 4 € pour chaque 100 km parcourus. Un conducteur normal, 15 000 km par an, ça donne autour de 600 €. Le chiffre du début, vous le retrouvez. Un gros rouleur à 20 000 km, on grimpe à près de 800 € par an, chaque année, pour 2 voitures qui coûtaient la même chose chez le concessionnaire. 600 €. C'est un plein gratuit tous les 2 mois. C'est le contrôle technique, l'assurance d'un trimestre, une paire de pneus. Et vous ne l'avez signé nulle part. Personne ne vous a fait cocher la case « Je paie 600 balles de plus par an ». C'est juste là, invisible, à chaque passage à la pompe. Bon, vous savez maintenant combien. Reste la vraie question, celle que personne ne vous explique jamais. Pourquoi ? Pourquoi 2 moteurs essence, sur la même route, avec le même conducteur, ne boivent pas la même chose? Et là, il faut ouvrir le capot. Pas de panique, je traduis tout. Le cœur du secret japonais, c'est une histoire de cycle, le cycle Atkinson. Retenez le nom, c'est lui qui met les 600 € dans votre poche. Sur un moteur essence classique, ce qu'on appelle un cycle auto, celui qui équipe la 208 et 9 voitures sur 10, la compression et la détente ont la même longueur. On comprime le mélange autant qu'on le laisse se détendre après l'explosion. Le problème, c'est qu'une bonne partie de l'énergie de la combustion repart toute chaude par le pot d'échappement.
sans avoir servi à rien. Vous la payez à la pompe et elle s'envole dans l'air. Du gaspillage pur. Le cycle Atkinson, celui des hybrides Toyota, fait quelque chose de malin. Il ferme la soupape d'admission plus tard, laisse repartir une partie du mélange et surtout, il rallonge la détente par rapport à la compression. En clair, il laisse les gaz brûlés pousser le piston plus longtemps. Il extrait plus de travail de la même dose d'essence avant de la lâcher. Résultat, un rendement thermique qui grimpe autour de 40% sur les meilleurs blocs, là où un moteur essence classique plafonne vers 30, 33. C'est une valeur d'ingénieur, un ordre de grandeur, mais l'écart est réel et il est énorme. Plus de rendement, ça veut dire une chose simple, plus de kilomètres avec le même litre. Mais l'Atkinson a un défaut, un gros. Tout seul, il n'a quasiment aucune force à bas régime. Insupportable à conduire, ça broute, ça peine à démarrer d'un feu rouge. Et c'est là qu'entre en scène le moteur électrique, qui lui, donne toute sa force dès le premier tour de roue. À l'arrêt, l'électrique bouche le trou exactement là où le thermique est mauvais. Le thermique, du coup, ne tourne plus que dans sa zone de rendement maximal, là où il est le plus sobre. Les deux se complètent au millimètre. Voilà l'hybride Toyota. Ce n'est pas une pile branchée sur un moteur, c'est un mariage pensé pour ne rien gaspiller. Maintenant, regardez ce que fait le camp d'en face. Le petit turbo essence européen, le fameux downsizing. C'est la logique inverse. On prend un tout petit bloc, un 3 cylindres, et on le gave de pression avec un turbo pour lui faire sortir la puissance d'un moteur 2 fois plus gros. Sur autoroute, à vitesse stabilisée, à faible charge, ça consomme peu, je vous l'accorde. Mais dès que vous demandez de la reprise, dès que vous roulez en ville par à-coups, arrêt, redémarrage, arrêt, le moteur doit s'enrichir en carburant pour protéger le turbo de la chaleur et le compresseur pompe de l'énergie. La consommation remonte en flèche. Pile là où l'ADAC relève 6 litres en ville sur la 208 quand la Yaris est à 3,6. Ce n'est pas un hasard, c'est la conception. Et ce n'est que la moitié de l'explication. L'autre moitié, elle est dans la boîte de vitesse. Et là encore, tout oppose les deux mondes. Je vais vous montrer pourquoi la solution japonaise n'a presque rien qui puisse casser. Et pourquoi celle qu'on a bricolée en Europe finit chez le garagiste. Restez, parce que ce point-là, il ne parle pas que de conso. Il parle de la facture qui vous attend au tournant. Chez Toyota, ce qu'on appelle l'ICVT, ce n'est pas une boîte de vitesse au sens où vous l'imaginez. Il n'y a pas de rapport qui s'enclenche, pas d'embrayage qui patine, pas de courroie, pas de crabot à synchroniser. Rien de tout ça. Il y a un seul train d'engrenage, un train dit épicycloïdal, qui relie le moteur essence et 2 machines électriques. C'est tout. Pas de pièces d'usure au sens classique. Rien à faire patiner, rien à faire frotter. Et comme la démultiplication est toujours pile la bonne, ça aide encore à consommer moins. Simple, increvable, ennuyeux, diront certains. On y reviendra, à l'ennui. En face, les Européens avaient un problème. Ils sont arrivés à l'hybride en retard, avec 20 ans de retard sur Toyota, et il fallait faire vite. Alors, au lieu de repartir d'une feuille blanche, ils ont greffé le moteur électrique sur des boîtes qui existaient déjà, des boîtes fragiles. Et le meilleur exemple, le cas d'école, c'est la boîte hybride de Renault. Écoutez bien celui-là, parce qu'il résume tout le dossier. La Renault E-Tech, l'hybride qu'on trouve sur les Clio, les Capture, les Mégane, les Arcana, utilise une boîte dite multimode, à crabot. Sans entrer dans le détail inutile, dites-vous que c'est un système d'engrenage qui s'accouple mécaniquement, avec des pièces qui doivent s'aligner et s'enclencher. Et sur cette boîte, il y a un joint torique, une petite bague d'étanchéité sur l'arbre du moteur électrique, qui n'est pas assez étanche. L'huile passe où elle ne devrait pas. Elle migre vers le moteur électrique. Au mieux, ça surchauffe. Au pire, vous perdez la traction au démarrage. La voiture refuse d'avancer. Et le remède, ce n'est pas une pièce à 50 €, c'est le remplacement complet de la boîte. Complet. Combien de voitures ? Jusqu'à 157 595 véhicules potentiellement concernés en France, produits entre août 2019 et février 2024. C'est l'Argus qui a sorti le chiffre. En 2024, 157 000. Et maintenant, le détail qui devrait vous mettre en colère. Renault n'a pas lancé de rappel officiel. Pas de courrier dans votre boîte aux lettres. Pas de campagne. À la place, une opération curative discrète lancée en mai 2024.
avec un code interne et une règle simple. On ne répare que si le client vient se plaindre en atelier, et à condition que la voiture ait moins de 7 ans et moins de 150 000 km. Vous avez saisi la manœuvre, le rappel qui attend que vous le demandiez, la réparation qui n'existe que si vous êtes au courant du défaut, que vous râlez et que vous cochez les bonnes cases de kilométrage. Ceux qui ne savent pas, ceux qui dépassent les seuils, ceux qui ne se plaignent pas, ils paient. Une boîte complète, plein pot. Et la ECVT Toyota dans tout ça? Aucun rappel de la transmission hybride documentée. Pas de joint torique qui coule, pas de boîte à changer. Parce qu'il n'y a ni crabot, ni embrayage, ni courroie là-dedans. On n'use pas ce qui n'existe pas. La sobriété japonaise, vous commencez à le voir, elle ne se paie pas en casse. C'est même l'inverse. Bon, on a vu le comment. Maintenant, le pourquoi de tout ça. Le vrai, celui qui devrait vous faire grincer des dents. Parce qu'il y a une question qui traîne depuis le début, et vous vous la posez peut-être. Si l'écart est aussi énorme, comment se fait-il que sur la fiche technique, il soit presque invisible? Bonne question. La réponse tient dans un mot, l'homologation. Le test officiel, celui qu'on appelle le WLTP, ce cycle de laboratoire identique pour tous les constructeurs, censé mesurer la vraie consommation de chaque voiture, sauf que ce test, on peut l'optimiser. Et optimiser le test coûte beaucoup moins cher que de rendre la voiture réellement sobre sur la route. Alors certains constructeurs ont fait un choix, calibrer le moteur, régler l'injection, la dépollution, pour briller précisément dans les conditions du test. Le chiffre du catalogue s'améliore. La voiture, elle, boit toujours autant dans la vraie vie. Et ça, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas moi qui l'invente. Ce sont les chiffres d'un institut européen indépendant, l'ICCT, qui mesure l'écart entre la consommation officielle et la consommation réelle des voitures. Écoutez ce qu'ils ont trouvé. Le WLTP a été mis en place en 2017 pour, je cite, « l'intention, rapprocher l'homologation de la réalité ». Résultat, l'écart entre le chiffre officiel et le chiffre réel est passé de 8% en 2018 à plus de 14% en 2022. Il a augmenté de 80% en 5 ans. On a réformé le test censé nous rapprocher du réel, et on s'en est éloigné. Encore mieux, sur la même période, le CO2 officiel des voitures neuves a chuté de près de 20%, pendant que le CO2 réel, celui qui sort de votre peau, ne baissait que de 6%. Et maintenant, le chiffre qui tranche tout. Quand l'ICCT regarde constructeur par constructeur, l'écart entre le promis et le réel, Toyota est l'un des plus honnêtes du marché. Autour de 9% d'écart seulement. Renault, lui, est tout en haut du classement de la triche, avec 26% d'écart. 26 contre 9. Le même test pour tout le monde. Ce n'est pas de la malchance, c'est un choix d'ingénierie. L'un a calibré pour vous, l'autre pour le laboratoire. Vous voulez un exemple qui fait mal? La 208 PureTech annonce 5,5 litres sur sa fiche. Elle en fait 6,5 dans la vraie vie. Le litre manquant, ce n'est pas le constructeur qui le met, c'est vous, tous les mois, sans le savoir. Et le compteur tourne dans le mauvais sens. Il y a même pire que le turbo-essence tout nu. Prenez la Volkswagen Golf en version mild hybride. Cette micro-hybridation qu'on vous vend avec le petit logo électrifié sur le haillon. Sur le même banc ADAC, elle relève plus de 6 litres en usage mixte. Plus qu'une 208 essence pure, sans la moindre électrification. Le mot « hybride » collé sur le coffre n'a jamais fait descendre une aiguille de jauge. C'est du marketing, pas de la mécanique. Ne payez jamais un préfixe. Alors à ce stade, je sais qu'il y a des objections qui montent. Et je ne vais pas faire semblant qu'elles n'existent pas. On va les prendre une par une, parce qu'une démonstration qui esquive les contre-arguments, ça ne vaut rien. Première objection, la plus courante. Les japonaises, c'est triste à conduire, c'est mou, ça n'a pas d'âme. Écoutez, sur la Yaris hybride, le moteur essence peut monter dans les tours quand vous accélérez fort. Ça fait un bruit de tondeuse. C'est vrai, ce n'est pas une sportive. Mais on parle de quoi là? D'une citadine pour aller au travail. Et à 600 € d'économie par an, 800 pour un gros rouleur, la tristesse, elle se soigne très bien. Vous mettez la différence dans autre chose. Le plaisir, ce n'était pas le sujet de départ. Le sujet, c'est votre portefeuille. Deuxième objection, l'hybride, ça ne sert qu'en ville. Sur autoroute, c'est fini. C'est vrai que l'avantage est maximal en ville, 40%, on l'a vu. Sur autoroute pure, à 130 stabilisé, le moteur électrique sert moins et l'écart se réduit, je ne vais pas vous mentir. Mais entre les deux, sur la route,
la Yaris tient toujours autour de 4 litres et des poussières au banc à DAC. Et sur un usage réel mélangé, l'écart avec la 208 reste autour de 30%. L'avantage se rabote un peu sur les longs trajets d'autoroute. Il ne disparaît pas ailleurs. Et la plupart d'entre vous, soyons honnêtes, ne font pas 500 km d'autoroute par jour. Troisième objection, plus fine, et je la respecte. Mais Renault a une full hybride, la Clio E-Tech, qui consomme aussi peu que la Yaris. Alors là, il faut être précis, parce que je ne veux pas vous raconter d'histoire. Sur le banc à DAC, à plat, c'est vrai, la Clio E-Tech est à 4,9 litres. La Yaris aussi. Match nul sur le cycle. Je ne vais pas vous dire que la Yaris consomme 30% de moins que la Clio E-Tech. Ce serait faux, et vous auriez raison de me le reprocher. Mais 2 réserves, et elles sont de taille. 1. L'écart entre le chiffre promis et le chiffre réel, chez Renault, c'est le pire du marché, 26%. Donc le beau chiffre de catalogue de la Clio, il tient beaucoup moins bien une fois sur la route que celui de la Yaris. 2. Et c'est le plus important, la Clio E-Tech, c'est justement cette fameuse boîte à crabot, celle du joint qui coule, celle des 157 000 véhicules, celle qu'on ne répare que si vous vous plaignez. La Yaris, elle, a la UCVT sans rappel. Alors oui, sur le papier, elles se valent à la pompe. Mais l'une vous fait peut-être une facture de boîte à 4 chiffres, et l'autre non. Ce n'est pas la même voiture, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous en faites concrètement ? Vous qui hésitez peut-être devant une annonce ou un bon de commande ce soir, vous arrêtez de regarder la fiche de consommation du catalogue, ce chiffre WLTP qui ne veut plus rien dire, vous demandez la consommation réelle, celle des essais, celle des propriétaires. Vous regardez comment le moteur électrifie, une vraie hybridation à train épicycloïdal, ou un turbo downsizé maquillé, ou un mild hybrid qui n'est qu'une étiquette. Et vous vous souvenez que l'écosystème japonais ne s'arrête pas à Toyota. La Corolla, le Yaris Cross, le CHR, le RAV4, la cousine Suzuki, les Honda en EHEV, les Mazda, c'est la même logique de sobriété réelle et de fiabilité. Une dernière image pour la route. Vous croiserez un jour, sur un parking d'aéroport ou dans une file de taxi, une vieille Toyota hybride au compteur affolant, plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Le moteur d'origine, la même boîte qu'au premier jour, qui ronronne comme si de rien n'était, pendant qu'une berline bien plus jeune et bien plus moderne attend sa dépanneuse un peu plus loin. Ce jour-là, vous saurez ce que vous regardez. Pas une voiture ennuyeuse, un choix d'ingénieur, fait à Tokyo il y a bientôt 30 ans, qui roule encore et qui n'a jamais cessé de vous rendre la monnaie.